Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anastasia Lukinov. Je vais vous présenter l'œuvre de Ilf Petrov. En russe, son titre c'est Zolotoy Telenok. Voilà, ici on a l'image. Donc, qui sont Ilf et Petrov? Ce sont deux écrivains soviétiques célèbres qui ont publié deux romans satiriques. Les 12 chaises, qui ont été publiées d'abord en 1928, et Le Veau d'Or, il a été publié en 1931. Il a été réalisé dans le contexte de la lutte des travailleurs et notamment de la représentation de l'Union soviétique pendant les années 1920-1930. Ils font partie du courant littéraire du réalisme socialiste. Maintenant, je vais vous présenter son traducteur qui s'appelle Alain Préchac. Donc voilà la photo de couverture. Donc qui est Alain Préchac. Donc c'est un auteur et traducteur français qui a séjourné pendant 6 ans en Russie et en Ukraine. Il est à la retraite aujourd'hui. Il est professeur de russe, licencié d'anglais, agrégé de russe. Et son éditeur est Jingo Éditeur, que j'indique juste ici. Maintenant, donc les personnages principaux, excusez-moi, le résumé de l'œuvre, de quoi parle Le Veau d'Or. Le Veau d'Or, ça parle d'une histoire d'un fonctionnaire ordinaire qui s'appelle Alexandre Koraïko. Et il part se cacher à la gare dans un casier avec une mallette contenant de plus de 100 millions de roubles. Avec ça, malgré qu'il ait eu une mallette de plus de 100 millions de roubles, il a corrompu sa carrière. Et cette histoire a remonté jusqu'aux oreilles d'Ostap Bender, qui lui ne rêve de s'exiler, qui lui rêve d'une seule chose, de s'exiler à Rio de Janeiro. Le temps est du récit, donc tout se passe pendant les années 1920-1930 et une grande partie de l'action se passe à Moscou. Donc les personnages de ce livre, donc on a Ostap Bender, qui lui est le personnage principal de l'œuvre, donc qui lui est décrit comme un grand combinateur et un escroc. Puis on a son frère Shura Balaganov, qui lui va le suivre dans tous ses plans machiavéliques. Donc, frère de lait, il est également naïf et doux. Puis on a Mikhail Panikovsky, qui lui est un vieillard acariâtre, donc un religieux. Et après on a Adam Koshlevich, qui lui est un chauffeur de taxi. En termes de style et langage de l'œuvre, les thèmes de l'œuvre. Donc ça part de la satire sociale, la critique de la bureaucratie, la corruption, notamment dans l'œuvre il y a beaucoup de corruption, et la représentation de l'Union soviétique pendant les années 1920-1930, comme j'ai pu le dire au début. Et le roman traite également de questions d'opportunisme, de morale, dans un contexte de changement social et politique. Les langues et les styles de l'œuvre. Donc, il y a beaucoup de langage familier, il y a beaucoup d'argot, notamment ils utilisent beaucoup le discours formel. Donc, tout dépend du milieu des personnages, de là où ils se situent. La narration, donc il y a un style humoristique, satirique et ironique. Donc, les auteurs inventent la vie des personnages. Donc complètement loufoque, donc pour commenter par le lecteur les aspects qu'il y a pendant l'époque soviétique de l'époque. Et notamment il y a beaucoup de remarques perspicaces sur la nature humaine, donc des réalités sociales qu'il y a dans le roman, donc ce qui donne un récit à la fois divertissant et profondément réfléchi sur l'époque. Donc maintenant, je vais passer à la lecture en russe de Zolotoy Telenok, puis nous allons passer à la version française. Часть первая. Экипаж антилопы. Переходя улицу, оглянись по сторонам. Правила уличного движения.
Глава 1. О том, как Паниковский нарушил конвенцию. Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того, лучшую его часть. Пешеходы создали мир. Это они построили города, возвели многоэтажные здания, провели канализацию и водопровод, замостили улицы и осветили их электрическими лампами. Это они распространили культуру по всему свету, изобрели книгопечатание, выдумали порох, перебросили мосты через реки, расшифровали египетские иероглифы, ввели в употребление безопасную бритву, уничтожили торговлю рабами и установили, что из бобов соя можно изготовить 114 вкусных питательных блюд. И когда все было готово, когда родная планета приняла сравнительно благоустроенный вид, появились автомобилисты. Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретен пешеходами. Но автомобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов стали давить. Улицы, созданные пешеходами, перешли во власть автомобилистов. Мостовые стали вдвое шире, тротуары сузились до размера табачной бандероли, и пешеходы стали испуганно сжаться к стенам домов. В большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь. Для них ввели некое транспортное гетто. Им разрешают переходить улицы только на перекрестках, то есть именно в тех местах, где движение сильнее всего и где волосом, на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать. В нашей обширной стране обыкновенный автомобиль, предназначенный по мысли пешеходов для мирной перевозки людей и грузов, принял грозные очертания братоубийственного снаряда. Он выводит из строя целые шеренги членов профсоюзов и их семей. Если пешеходу иной раз удается выпахнуть из-под серебряного носа машины, его штрафует милиция за нарушение правил уличного катехизиса. И вообще авторитет пешеходов сильно пошатнулся. Они, давшие миру таких замечательных людей, как Гораций, Боль, Мариот, Лобачевский, Гутенберг и Анатоль Франц, принуждены теперь кривляться самым пошлым образом, чтобы только напомнить о своем существовании. «Боже, Боже, которого в сущности нет, до чего ты, которого на самом деле-то и нет, довел пешехода». Вот идет он из Владивостока в Москву по Сибирскому тракту, держа в одной руке знамя с надписью «Перестроим быт текстильщиков» и перекинув через плечо палку, на конце которой болтаются резервные сандали «Дядя Ваня» и жестяный чайник без крышки. Это советский пешеход-физкультурник, который вышел из Владивостока юношей и на склоне лет у самых ворот Москвы водит за дальним тяжелым автокаром, номер которого так и не успеют заметить. Или другой европейский магикан пешеходного движения. Он идет пешком вокруг света, катя перед собой бочку. Он охотно пошел бы так, без бочки, но тогда никто не заметит, что он действительно пешеход дальнего следования, и про него не напишут в газетах. Приходится всю жизнь толкать перед собой проклятую тару, на которой, к тому же, «Позор! Позор!» выведена большая желтая надпись, восхваляющая непревзойденное качество автомобильного масла грезы шофера. Так деградировал пешеход. Maintenant, je vais passer à la lecture française du Veau d'Or. Première partie, l'équipage de l'antilope. En traversant la rue, regardez bien de tous les côtés. Code de la route. Premier chapitre. Panikovski viole la Convention. On doit aimer les piétons. Les piétons représentent la plus grande partie de l'humanité. Et non seulement la plus grande, mais la meilleure. Ce sont les piétons qui ont créé l'univers. Ce sont eux qui ont construit les villes, édifié des meubles à plusieurs étages, qui ont posé des canalisations et des conduites d'eau. Eux qui ont pavé les rues et les ont éclairées au moyen d'ampoules. Ce sont eux qui les ont implanté la civilisation dans les 5 parties du monde, qui ont inventé l'imprimerie, imaginé la poudre, qui ont jeté des ponts au-dessus des fleuves, déchiffré les hiéroglyphes, lancé le rasoir de sûreté, mis fin à la traite des nègres et établi qu'on pouvait préparer à partir des graines de soja 114 plats savoureux et nourrissants. Et quand on fut prêt que notre planète mère eut pris un aspect plus ou moins décent, alors les automobilistes firent leur apparition. Il convient de noter que l'automobile a elle aussi été inventée par les piétons. Mais il semblerait que les automobilistes l'aient oublié, car ils ont aussitôt entrepris d'écraser les piétons, être dociles et policés. Créés par les piétons, les rues ont été accaparées par les automobilistes. Les chaussées ont doublé de largeur, tandis que les trottoirs se rétrécissaient aux dimensions d'un paquet de cigarettes. Et les piétons, effrayés, se sont mis à raser les murs. Dans les grandes villes, les piétons mènent une vie de martyrs.
On a conçu pour eux une sorte de ghetto de la circulation. Ils n'ont le droit de traverser les rues qu'au carrefour, c'est-à-dire aux endroits précis où la circulation est la plus intense et où le fil ténu qui retient habituellement la vie du piéton est le plus aisé à rompre. Dans notre vaste pays, l'automobile destinée dans la pensée des piétons au paisible transport des marchandises et des êtres a pris l'apparence redoutable d'un objet fratricide qui met hors de combat des colonnes entières de syndiqués avec leurs familles. Si par extraordinaire un piéton réussit à esquiver la proue argentée de l'une de ces machines, c'est pour se voir gratifié d'une contravention par un milicien qui l'accuse de ne pas avoir respecté le catéchisme de la circulation. D'une façon générale, les piétons ont vu leur crédit fortement ébranlé. Eux qui ont donné au monde des hommes aussi illustres qu'Horace, Boyle et Mariotte, que Lobachevsky, Gutenberg et Anatole France, sont aujourd'hui contraints de faire les pires simagrées pour rappeler simplement leur existence. Oh mon Dieu, toi qui n'existes pas, à quel sort as-tu, malgré le fait de ta non-existence, réduit ce pauvre piéton? En voici un qui chemine par la route de Sibérie, rallie Vladivostok à Moscou, avec à la main un drapeau orné du slogan « Améliorons l'existence des ouvriers textiles ». Au bout du bâton qui tient en travers de l'épaule se balancent derrière son dos des sandales de rechange, modèle Oncle Vagne, ainsi que bouloir en fer blanc sans couvercle. C'est le sportif à pied soviétique, parti de Vladivostok encore adolescent, et qu'un autocar lourd écrasera au soir de sa vie aux portes même de Moscou, sans qu'on ait seulement eu le temps d'en relever le numéro. Ou bien voici un autre, un Européen, un des derniers mohicans du tourisme pédestre. Il fait le tour du monde en poussant devant lui un tonneau. Il ferait bien la même chose sans tonneau. Mais personne alors ne remarquerait sa qualité de piéton au long cours, ni ne parlerait de lui dans les journaux. Il lui faut, sa vie durant, pousser devant lui le maudit récipient, sur lequel de grandes lettres jaunes vantent, honte suprême, une huile automobile de qualité supérieure, les règles du chauffeur, telle est la déchéance du piéton. Maintenant, je vais passer aux commentaires de la traduction. Équipage antilope. Le traducteur l'a traduit par l'équipage de l'antilope. Il a juste retranscrit en français, mais au fond, il n'a rien changé. Pechero d'Afnan Dalubit, donc il a mis une note de bas de page dans la version française pour indiquer au lecteur que c'est une affirmation volontairement stupide et jusqu'à l'entrée en scène du héros pastiche de ce que les autres écrivains et dans une certaine mesure eux-mêmes écrivaient dans les journaux pour gagner leur vie et vivre en paix. Il fait référence en même temps à un journal russe datant du 9 janvier 1929. Il dit « Il va de soi qu'il faut aimer et encourager les statistiques ». Donc, comme je l'ai dit, le traducteur a mis une note bas de page, il confirme absolument que c'est stupide, sachant que le lecteur peut le comprendre de par lui-même de ce qui se passe. À la rigueur, juste met ce que ça signifie en russe. Осветили их электрическими лампами. Le traducteur a fait le choix de traduire par les ont éclairés au moyen d'ampoules. Ici, on a une traduction avec une adaptation. Расшифровали египетские иероглифы. Donc, le traducteur l'a traduit par déchiffrer les hiéroglyphes. Or, dans la version russe, on a расшифровали египетские иероглифы. Le traducteur a fait une omission du mot égyptien, mais ce qui pose un peu problème au lecteur qui est en train de lire l'œuvre parce qu'il ne sait pas de quel hiéroglyphe il s'agit. Soit il existe plein dans le monde, mais il ne sait pas quel est l'hiéroglyphe spécifique. On peut comprendre aussi que c'est le choix du traducteur pour créer un mystère dans son texte. Уничтожили торговлю рабами. Alors, le traducteur est allé très loin dans le texte. Il a traduit par mis fin à la traite des nègres. Donc pour moi, personnellement, ça va très loin. Et on a une recatégorisation du verbe qui se transforme en nom. Приняла благоустроенный вид. Le traducteur l'a traduit par eu pris un aspect plus ou moins décent. Ici, on a une recatégorisation du verbe qui se transforme en nom. Кротер и умный пешеход встали давить. Le traducteur l'a traduit car ils ont aussitôt entrepris d'écraser les piétons, être dociles et polissés. Ici, on a une traduction avec une adaptation. Улицы, созданы пешеходами, перешли во власть автомобилистов. Le traducteur l'a traduit par créé par les piétons, les rues ont été accaparées par les automobilistes. Ici, pareil, on a une recatégorisation du verbe qui se transforme en nom. И пешеходы стали испуганно жаться к стенам домов. Le traducteur l'a traduit par et les piétons effrayés se sont mis à raser les murs. Ici, on a une traduction avec une adaptation. Где движение сильнее всего и где волосок, на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать. Le traducteur l'a traduit par c'est-à-dire aux endroits précis où la circulation est la plus intense
et où le fil ténu qui retient habituellement la vie du piéton est le plus aisé à rompre. Donc le traducteur a fait une adaptation de la traduction. Принял грозные очертания богоубийственного снаряда. Le traducteur l'a traduit par « a pris une apparence redoutable d'un obus fratricide ». Ici, nous avons une adaptation de la traduction de la part du traducteur. On выводит из строя целый шеренги членов профсоюзов и их семей. Le traducteur l'a traduit par « qui met hors de combat des colonnes entières de syndiqués avec leurs familles ». Le traducteur a fait une omission de l'expression figée « выводить из строя » et il a fait en même temps une adaptation de la traduction. Если пешеходу иной раз удается выпахнуть из-под серебряного носа машины, его штрафует милиция за нарушение правил уличного катехизиса. Le traducteur l'a traduit par « si par extraordinaire un piéton réussit à esquiver la proue argentée de l'une de ses machines, c'est pour se voir gratifié d'une contravention par un milicien de ne pas avoir respecté le catéchisme de la circulation. Le traducteur a fait une équivalence des mots comme machine pour voiture, milice pour la police et le mot capot par proue argentée. Et вообще авторитет пешеходов сильно пошатнулся. Le traducteur l'a traduit par, d'une façon générale, les piétons ont vu leur crédit fortement ébranlé. Donc il a fait une adaptation de la traduction. Они давшие миру таких замечательных людей, как Гораций, Боль, Мариот, Лобачевский, Гутенберг, Анатоль Франц, принуждены теперь кривляться самым пошлым образом, чтобы только напомнить о своем существовании. Le traducteur, il a fait une transcription des noms propres en français pour faciliter la lecture du lecteur. Et il a traduit par eux qui ont donné au monde des hommes aussi illustres qu'Horace, Boyle et Marriott que Lobachevsky, Gutenberg et Anatole France sont aujourd'hui contraints de faire les pires simagrées pour rappeler leur existence. Et il a fait également une adaptation de la traduction. Боже, Боже, которого в сущности нет, до чего ты, которого на самом деле-то и нет, довел пешехода. Le traducteur l'a traduit par « Oh mon Dieu, toi qui n'existes pas, à quel sort as-tu, malgré le fait de ta non-existence, réduit ce pauvre piéton ». Le traducteur a fait une omission du mot Dieu qui apparaît normalement 2 fois dans le texte en russe, alors qu'en français il l'a marqué en une seule fois. Et il a fait une adaptation de la traduction. Вот идет он из Владивостока в Москву по Сибирскому тракту, держа в одной руке знамя с надписью «Перестроим быт текстильщиков». Le traducteur l'a traduit par « En voici un qui chemine par la route de Sibérie, rallie Vladivostok à Moscou, avec à la main un drapeau orné du slogan « Améliorons l'existence des ouvriers textiles ». Ce qui est intéressant dans la version russe, c'est que c'est mis en minuscule et le traducteur l'a mis par une majuscule. Alors en version russe, il est suivi d'un nom. Et ce qui est intéressant aussi chez le traducteur, c'est qu'il a transformé avec à la main un drapeau orné. Donc il y a ici une adaptation de la traduction. Приходится всю жизнь толкать перед собой проклятую тару, на которой, к тому же, позор, выведена большая желтая надпись, восхваляющая непревзойденное качество автомобильного масла, грозы шофера. Le traducteur l'a traduit par « Il lui faut sa vie durant pousser devant lui le maudit récipient sur lequel de grandes lettres jaunes vantent, honte suprême, une huile automobile de qualité supérieure, les raies du chauffeur ». Donc je vais faire également une parallèle avec le commentaire précédent. Donc le traducteur, il a fait une omission du mot honte qui apparaît normalement 2 fois dans le texte en russe. Et il a mis une note de bas de page, il a fait une référence culturelle et littéraire pour le lecteur pour lui faciliter la compréhension du texte, en disant « Satire d'un Allemand qui était effectivement allé de Cologne à Berlin en posant devant lui un tonneau mais rempli de vin, ce qui permet indirectement de toutes les campagnes gouvernementales soviétiques comme celle pour le soja. » Et « Так деградировал пешеход ». Le traducteur l'a traduit par « Telle est la déchéance du piéton ». Donc il y a une adaptation de la traduction de la part du traducteur. En conclusion, je vous recommande de lire Ilf et Petrov, Le Veau d'Or, car il est très humoristique et très ironique à la fois. Et également de voir son adaptation cinématographique qui a été tournée en 1968, que j'ai extrêmement aimé aussi. C'est très drôle, je vous recommande de le regarder aussi. En espérant vous avoir convaincu de lire le livre, si on est sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et bon visionnage et bonne écoute en remerciant de votre attention.